Bien, bon bah écoutez, je suis très heureux d'être là. Ça ne sera pas simplement des remerciements formels pour Nathalie et toute son équipe, hein. Vraiment, je te redis Nathalie et à bien d'autres qui sont ici, le plaisir que j'ai d'être là. Pour moi, c'est une marque de confiance, hein. Donc je l'entends comme ça. Et puis je vais dire quelque chose que je n'avais pas préparé du coup, c'est que je remercie aussi beaucoup Michel Habib pour, notamment pour un mot qui n'est pas qu'un mot, sur la question de la provocation. Pour dire que je vais à ma manière, alors j'espère me faire comprendre, hein, mais à ma manière aussi, non pas nécessairement provoquer, mais j'espère que vous allez comprendre dans quelques minutes, essayer de tenir un discours qui n'est pas forcément non plus ni tout blanc ni tout noir. C'est véritablement ce que je voudrais dire. Alors ça tient en grande partie sur la question du libellé, hein, juste un petit mot, parce qu'il faut toujours faire des préambules, hein, vous connaissez le truc. Bon. Et puis c'est classique, dès que vous avez un sujet, en général, vous ne le traitez pas. Bon. Mais je te promets quand même, Nathalie, que je vais... bon, c'est un grand classique des colloques ou des journées. Bon, plus sérieusement, il y a deux mots, alors surtout si vous avez vu que j'étais professeur de philosophie, deux mots qui vont faire fuir toute la salle. Égalité et équité, j'essaie de vous rassurer tout de suite, ce ne serait pas l'objet cet après-midi de disserter théoriquement sur les deux, hein. En revanche, je vais tenter de ne pas les oublier, hein, mais peut-être de les aborder de manière pratique via le travail des enseignants. Et là aussi, je vais préciser un peu dans quelle optique je me situe, parce que pour moi, ça a beaucoup d'importance, pour que j'essaie de me faire comprendre, hein. Donc, on va parler d'égalité et d'équité, bien sûr, mais je pense que si on est tous là aujourd'hui, chacun avec nos statuts respectifs, c'est parce qu'on est sans doute sensible à cette nuance, hein, ou voir cette différence, mais j'espère que cette nuance entre l'égalité et l'équité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que mon propos tient au fait que, ça se voit pas comme ça, hein, mais que j'ai une sorte de double casquette. Que je suis... donc j'étais pas dans toutes les catégories de la présentation de Nathalie du coup. Je suis aussi père d'un jeune adulte 10 qui souffre d'un syndrome qui n'est pas rare mais complexe, qui ne fait pas nécessairement encore, j'espère, mais qui va le faire bientôt, partie de la nomenclature classique des 10, qui est ce qu'on appelle le syndrome 10 exécutif. Effectivement des troubles des fonctions exécutives dont je pense depuis quelques années, on a commencé à prendre la mesure de l'importance, ce qui nous permettra peut-être d'avancer aussi, mais ce n'est pas l'objet ici, sur tous ces 10 qui semblent fleurir, ces multi-10, ces comorbidités qui existent, mais qui parfois ne sont pas de réelles comorbidités, qui sont tout simplement les conséquences d'un dysfonctionnement exécutif qui s'est infiltré en quelque sorte dans toutes les autres. Donc du coup, pour les enseignants, ça c'est un casse-tête. Je vais juste en dire un mot tout à l'heure, parce que le gosse, il a tout. On a tous un peu entendu ça. Oui, mais il est dyspraxique, mais il ne serait pas un peu dyslexique, puis en même temps, il n'est pas très attentif. Bon, je passe. Donc il est 10-10 général. Bien. Donc je suis père d'un jeune adulte 10 exécutif, et je suis, alors là, je ne sais pas s'il faut être aussi fier de ce que je viens de dire là, je suis aussi professeur d'INSP, voilà, c'est-à-dire ce qui a remplacé à la rentrée juste là, il y a quelques semaines à peine, hein, les SP, pour avoir été moi-même avant, dans un autre temps, professeur de philo en IUFM, et même, pour vous dire à quel point je suis vieux, en école normale d'instituteurs et d'institutrices. Où j'ai moi-même d'ailleurs appris le métier en étant élève-maître, bizarre formule de l'époque, voilà, et devenu enseignant spécialisé. J'arrête le curriculum vitae, je vous rassure. Voilà. Mais je le dis en plaisantant, mais cette double casquette ou ce double statut, il va irriguer ce que j'ai essayé de préparer pour cette courte intervention. Donc pour moi, ça a une importance, parce que peut-être à certains moments, certains se diront c'est le père qui parle, après c'est le prof, après c'est le formateur, et j'aimerais essayer ce qui est un challenge un peu compliqué, mais on verra, de tenir tout ça. D'être, alors là c'est un gros mot de philosophe, hein, je vous préviens tout de suite, d'être un peu dialectique comme on dit. Ça va encore pour l'instant? Bon, on n'est qu'au début. Bon. Alors, peut-être encore quelques mots de préambule
sur le choix. Alors ça c'est vraiment un truc, pardonnez-moi, tordu de professeur de philo sans doute là encore, mais je voudrais vous dire quelques mots sur les choses que je ne vais pas vous dire, les voies que je ne vais pas emprunter, mais que je cite parce qu'elles me paraissent évidemment majeures. Si je ne vais pas les emprunter, c'est pour des raisons de temps hein, et peut-être aussi d'occasion. On peut le faire ailleurs, dans d'autres contextes. La première voie que j'ai décidé de ne pas emprunter, c'est de dénoncer une sorte d'état des lieux. Hein. Et quand on parle d'état des lieux, on pense probablement, dans cette salle-là, mais pas uniquement, aux difficultés hein, que nous continuons tous, les uns ou les autres, et notamment, encore une fois, les familles, de rencontrer dans l'accompagnement et la prise en charge des élèves et des jeunes 10. Pas d'état des lieux, pourtant la langue me brûle un peu. Hein. Bon, je suis un peu tordu, je vous l'ai dit. Hein. Moi j'attends que les dysfonctionnements qui sont réels dans certaines MDPH quand même hein, puissent trouver la solution que pourtant, hein, le rapport Pifto, je ne sais pas si ça dit à tout le monde, c'est 2014, et c'est un rapport très important, hein, qui s'appelait également Zéro sans solution, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Bon, si ça ne le fait pas, je vous invite à aller regarder, hein, simplement. Ce rapport a réussi à, non pas à s'imposer, parce que sinon on serait sans doute dans des situations au niveau de l'ensemble du territoire moins dramatiques que celles que vous pouvez connaître vous-même, en tant que parent, mais c'est un rapport qui proposait vraiment d'inverser complètement la prise en charge, l'accompagnement et peut-être même la compréhension en matière de handicap, et notamment de celui dont on parle cet après-midi, c'est-à-dire du handicap cognitif que sont les 10. Zéro sans solution, ça voulait dire on part des besoins de l'enfant, je vais beaucoup utiliser le terme de besoin hein, cet après-midi, on part des besoins de l'enfant. On ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas des structures, des propositions, des dispositifs, des nomenclatures, et puis après on se dit bon voilà... bon. Et donc on essaie de remettre ça dans l'ordre. Moi j'ai la chance, puisque je suis bourguignon d'origine, d'être dans un département où pourtant j'ai connu, alors c'est la casquette paire là, hein, bon, des fonctionnements MDPH pour le moins complexes, vraiment, je me limiterai là, hein, avec toute la souffrance que ça... Je ne parle même pas de l'inefficacité pour mon fils, je parle simplement de la souffrance parentale, hein, mais enfin ça laisse des traces quand même. Et donc là c'était pas zéro sans solution, hein, c'était tout le monde sans solution. Bon. Et bien dans Lyon, voilà, mystère de l'évolution des choses, nous avons depuis quelques années de nouveaux directeurs MDPH qui mettent en œuvre concrètement ça. Voilà. Donc je vais essayer de, quand je dis dialectique, à la fois de donner l'espoir, parce que je pense que faire une longue liste de ce qui dysfonctionne, on va tous sortir là, nous aussi on va nous retrouver dans les tableaux avec les tendances suicidaires, donc je pense que... il faut essayer aussi à la fois de tempérer les difficultés, mais surtout, je vais dire comment je vais m'y prendre, essayer de les identifier clairement. Parce qu'il y a effectivement des choses qu'on n'arrivera pas à vaincre si on ne les a pas identifiées clairement. Donc, bah oui, évidemment, des dysfonctionnements qui sont parfois même au sein de certaines MDPH, qui constituent des ruptures de droit, hein, moi je n'ai pas peur de le dire. Hein, bon, voilà. Un problème de formation des AESH, des AVS, je n'ai même pas besoin de commenter tout ça, encore une fois. Pas se faire mal inutilement. Hein. Personnellement, je n'engage que moi, mais tout de même, une inquiétude ouverte par ces nouveaux, la mise en place des fameux PIAL, hein, des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, inclusion non pas sur le principe nécessairement, mais j'observe quand même que ces PIAL devaient être d'abord expérimentaux, qu'ils devaient donner lieu ensuite à un bilan, une évaluation. Alors nous, on connaît ça dans l'éducation nationale. Plus on en parle, moins on en fait. On fait une réforme qu'on n'a pas le temps d'évaluer parce que la deuxième est déjà en cours d'application. Donc les PIAL, moi je m'interroge, je me borne à ça. Hein. Et puis évidemment, non pas pour boucler la liste parce que malheureusement elle serait très longue, la question, et la FF10 en sait quelque chose, je crois très précisément là-dessus, la question quand même des aménagements d'examen. Et puis la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais je vous promets quand même, je m'y arrête pour dire quoi? Parce que j'ai fait le choix justement de ne pas trop m'arrêter à toutes ces difficultés. Non pas que je ne les reconnaisse pas, hein. J'espère que je ne me fais pas mal comprendre. Franchement, je pense qu'elles sont sérieuses et lourdes de conséquences pour les enfants, les jeunes, et y compris d'ailleurs pour les familles, puisque hein, quand on a un enfant handicapé, on reste un parent d'enfant handicapé. Deuxième voie que je ne voudrais pas emprunter, j'en ai fini de ma petite introduction trop longue, des explications que j'appellerais un peu trop commodes, trop faciles,
Et parmi elles, quitte à vous choquer, mais j'espère que je vais redresser les choses après, il y a la fameuse question du manque de formation des professionnels. Alors je mets dans professionnels évidemment les enseignants, mais pas seulement. De santé, de rééducation, etc. Bon. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un faux problème, alors là, sinon, je ne serais pas à la FF10. Bon, franchement. C'est évidemment un vrai problème, un problème compliqué. C'est pas ça que je souhaitais dire. Ce que je souhaitais dire, vient peut-être aussi de mon expérience, là. La double, celle de parents et celle d'enseignants. Moi, j'ai cru, hein, notamment dans les années 2000, hein, au moment des IUFM, que finalement, ça ne marchait pas bien, cette affaire-là, pour le moins, pour une raison finalement assez simple à comprendre, c'était précisément le manque de formation. Et effectivement, je confirme que dans les IUFM, personne ne parlait de rien. De rien. Moi, j'ai des souvenirs émus, mais pas dans le bon sens du terme, où je demandais des rendez-vous avec ma direction, où je disais, voilà, mais je vous propose quand même qu'on fasse au sein de la formation initiale, et un peu de la formation continuée quand même, il n'y en avait déjà pas beaucoup, il n'y en a pas forcément beaucoup plus aujourd'hui, quand même réfléchir nos futurs enseignants sur ces troubles-là quand même. La réponse a toujours été la même. Bon. Mais vous n'y pensez pas? Si, justement, j'y pensais. Et pourquoi il ne fallait pas y penser? C'est parce que j'allais proposer de médicaliser le problème des apprentissages. Voilà. Alors là, on voit arriver le moment. Je ne suis pas sûr que nous soyons complètement sortis de là. Comme j'essaie d'être raisonnable, peut-être que ce que j'appellerais parfois un peu la paranoïa générale est retombée, que les enseignants eux-mêmes sont demandeurs d'aide, à tout point de vue, du milieu médical, paramédical, entre guillemets. Mais cette question de la médicalisation n'est pas sortie complètement de l'affaire. Hein. Lisez tout ce qui se publie encore aujourd'hui dans certains milieux sur le méthylphénidate, enfin, Concerta, Ritaline, etc. On assiste quand même à des propositions un peu étranges. Donc, moi j'ai fait partie, donc je le reconnais, hein, j'étais pas le seul, ça me rassure, de ceux qui ont dit, bon ben voilà, on va former les gens, puis c'est tout. On va leur expliquer, ils ne savent pas. Bon, ben, après tout, ils ont envie de savoir, puisqu'ils ont des enfants probablement comme ça. Et puis, les années ont passé, on a même gagné quelques formations. Moi, je dois dire que même dans mon ISP, on a fini par réussir à imposer des formations, en formation continuée, en formation initiale, où je détourne des maquettes, mais enfin, bon, au moins, on arrive à faire quelques heures. Hein, et puis, évidemment, en formation spécialisée. Bon. Mais... et j'en arrive à la fin de cette longue introduction, mais en même temps, je ne peux pas vous dire que même quand on a fait bouger ici ou là les choses, on a des rectorats qui se sont saisis de ça, des DSDEN, etc., même des INSP qui disent oui, il faudrait quand même former les enseignants. Et j'ai un peu le sentiment qu'au bout du compte, depuis 15 ans, je suis, pardon du propos, hein, j'ai dit que j'allais pas être pessimiste, mais quand même, je ne suis pas sûr que les choses aient vraiment bougé beaucoup. Voilà. Et donc, ma question c'est, est-ce que c'est vraiment uniquement un problème de formation? C'est pas, est-ce que c'est un problème de formation? C'est évidemment un problème de formation. Je vais le confirmer juste après. Mais est-ce que considérer que c'est le seul problème qui va suffire de regrouper des gens, à condition d'y mettre les moyens, d'accord, est-ce que ça va suffire? Et j'en suis arrivé petit à petit à me dire qu'au fond, il y avait sans doute des choses qui expliquaient ce que je voyais, c'est-à-dire que même ceux qui avaient été formés, je parle des enseignants, et parfois de manière rigoureuse. Ce n'est pas toujours le cas non plus, je suis désolé de le dire. Hein. On n'a pas de certification. Moi, je vois dans des rectorats aussi des formations qui deviennent des espèces de boîtes à outils faciles où, sans avoir expliqué ce qu'étaient les 10 et les avoir problématisés, on donne des recettes aux gens. Alors, je comprends bien que les enseignants, au moins mes étudiants, ils veulent des recettes, ils ne veulent même que ça. Bon. Résultat, si ces recettes ne sont pas étayées sur une connaissance un peu sérieuse de la nature des troubles, c'est à laquelle j'arrive, non seulement ça ne sera pas efficace, mais on va retarder le moment de la prise en charge des enfants. Donc, j'en suis arrivé à l'idée, et c'est de ça dont je vais vous parler simplement là, cet après-midi, au fond, oui, la formation, bien sûr, bon, je ne commande pas, c'est tellement évident, je pense pour tout le monde ici. Hein. Oui, des formations certifiées, sérieuses, rigoureuses, c'est pas 3 heures par-ci par-là, hein. Franchement. Assurés par des gens, encore une fois, dont on s'est assuré quand même de la compétence, mais l'hypothèse que du coup, il y aurait sans doute d'autres choses qui bloquent, des obstacles, ce que j'appellerais même parfois des résistances.
hein, chez les enseignants. Résistants, ça ne veut pas dire qu'ils sont volontairement résistants, je n'ai pas dit ça. Hein. Résistants, ça peut être à leur insu. Donc ce que je vous propose, c'est d'examiner quelques points qui me paraissent, encore une fois, ça ne relève pas d'une volonté du ministère ni de quiconque d'embrouiller les choses, de les compliquer. Ce n'est pas nécessairement un refus même ministériel. Je pense qu'on est tous conscients quand même qu'ici que les choses ont bougé. Bon, j'ai été un des premiers évidemment à me féliciter du fait que l'éducation nationale se soit dotée d'un conseil scientifique, parmi lesquels quand même, hein, vous aurez tous et toutes repéré qu'on y trouve un certain nombre d'experts, des 10 quand même. Donc il y avait de quoi se montrer optimiste. J'espère qu'il y a encore de quoi se montrer. Mais il y a d'autres choses qui ne passent pas. Donc moi mon souci c'est, y compris chez les enseignants que j'ai formés, pourquoi ils avaient l'air intéressés, ils sont sortis, ils me disaient qu'ils ont mieux compris ce que c'était, et ce que c'était pas, parce que c'était aussi ça, la confusion générale. Vous savez, les 10 c'était le truc, il y en avait nulle part. Maintenant, il y en a partout. Bon, alors, quand on a dit ça, on a compris. Hein. S'il y en a partout, c'est que finalement, ça doit pas bien exister. Quoi. Bon. Donc, essayez d'aller plus loin et identifier ces fameux obstacles. Il y en a un sur lequel je ne m'arrête pas, je vous rassure, et je m'arrête vraiment pour terminer la dernière partie de l'exposé sur ceux qui me paraissent importants, peut-être pour essayer de faire bouger les lignes, dont on peut se servir. Là, je vais peut-être m'adresser en tant que père aux familles qui sont ici, comme d'un levier. Ce sur quoi je ne m'arrête pas, que je me contente juste de signaler, parce que je pense que c'est connu de tout le monde, c'est un obstacle que j'ai appelé, mais il ne faut pas avoir peur des gros mots, idéologique. Hein. Je pense que personne n'ignore le fait que ce que, par exemple, dans le monde guillemets, de l'autisme, du trouble du spectre autistique, un certain nombre de familles ont connu, et pendant très longtemps, hein, jusqu'en gros dans les années 2014, etc. Bon, jusqu'à ce que l'ARS aussi et la haute autorité de santé surtout commencent à prendre un minimum de sérieux pour examiner la situation des prises en charge des enfants. Je ne veux pas être abstrait, donc je ne vais pas insister. Ce débat, hein, vous savez, c'est le truc qu'on appelle parfois les 10 contre les neuros. D'accord ? Ça doit vous parler un peu. Bon. Le souci, c'est que même les familles qui, à juste titre, n'ont pas à se sentir impliquées dans des questions théoriques qui sont lourdes, hein, qui sont conceptuellement très compliquées, après tout, c'est deux modèles explicatifs, hein, notamment celui de la psychanalyse et celui des neurosciences, je fais très, très au bulldozer, qui nous propose une autre idée de ce que c'est que le sujet, hein, quand même. Donc on ne parle pas tous du même sujet selon les modèles auxquels on se réfère. Cette espèce de combat qui vire parfois en guerre. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser qu'on n'en tirera rien, quoi ? On n'en tirera rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas menable, hein, mais ça veut dire qu'on n'en tirera rien. Et les familles, enfin celles qui sont là, le savent mieux que moi, je ne sais pas si c'est ça votre problème de fond, vous, hein, au fond. Hein. Par contre, le fait de ne pas entrer dans la complexité de ce débat-là ne veut pas dire que vous n'en vivez pas déjà les impacts pour vos propres enfants. Il suffit que vos enfants aient d'abord été... comment dire, orientés vers des CMP ou des CMPP qui travaillent encore en grande majorité, je ne dis pas tous, hein, mais quand même en grande majorité, sur la base d'un modèle explicatif proche quand même de la psychanalyse, bon, pour que vous compreniez, j'espère, ce que je vous raconte là. Bon. Donc non seulement les 10 n'existent pas tels que, je pense qu'on a essayé de montrer qu'ils existaient, et ça produit des effets évidemment difficiles. Alors, j'en arrive à l'essentiel. Pourquoi je dis ça ? Parce que en même temps, c'est toujours la double casquette. Je fais un peu de provocation facile. Les enseignants sont bienveillants, par nature. Bon, hein. C'est-à-dire que, bon, vous allez découder le niveau de truc, hein, bon, mais a priori, ils ne veulent pas de mal à vos enfants. Enfin, alors, sinon, bon, je renvoie quand même à ce qui était signalé depuis tout à l'heure déjà en début d'après-midi. Ils ne me veulent a priori pas de mal. Enfin, moi j'en ai connu des dizaines de milliers, voilà. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. L'air est à la bienveillance, ça n'a échappé à personne. Tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Très bien, d'accord. Venez à moi les petits handicapés. Mais cette petite bienveillance-là, oui, c'est bon, je vais tenir. Mais cette bienveillance-là, elle ne va pas évidemment nous suffire. Alors, ma proposition est la suivante. Ces obstacles-là, je laisse de côté les obstacles idéologiques, je laisse de côté la formation, pourtant énorme, et j'en ai sélectionné 4, ne t'inquiète pas Nathalie, juste 4,
qui sont des obstacles que j'ai empruntés, que j'appellerais internes au monde de l'école. Pourquoi je le fais? Parce que, bon, aller au conflit avec les profs quand on est parent, bon, je m'en suis pas privé par ailleurs, mais enfin bon, on a nos limites aussi, nous, hein, bon, mais ça n'a jamais rien fait, quoi. Ça n'a jamais rien produit, si ce n'est radicaliser les positions. Aujourd'hui, on nous demande de travailler de façon multipartenariale, etc. C'est très bien. En réseau, c'est certainement pas moi qui vous dirais que ce n'est pas une bonne idée. Bon. Mais ma question, c'est du coup, comment est-ce que les familles peuvent-elles trouver le bon levier pour engager une réflexion un peu solide, parfois un peu déterminée, avec le monde de l'école, si ces familles n'en connaissent pas vraiment la culture, les concepts, les notions? Et je me suis appuyé pour ça sur 4, je me limiterai à ces 4 exemples-là, de choses qui pour moi sont très importantes dans le monde de l'école, parce qu'elles structurent ce qu'on leur demande. Est-ce que les familles savent bien exactement ce que l'institution scolaire demande aux profs? Je ne suis pas sûr. Est-ce que les profs savent vraiment ce que les familles demandent? Je ne suis pas sûr toujours non plus. Alors, la première chose, premier obstacle, je dirais, c'est ce qui tient à ce qu'on appelle aujourd'hui, ça a été cité par Madame la Ministre ce matin, les fameux élèves à besoins éducatifs particuliers, EBEP. Pas d'une élégance folle, mais bon. On devrait se dire, mais les EBEP c'est super, parce que enfin, nous, parents, bon, ce sont des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Oui, il faut s'en occuper. Très bien. Entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que l'institution scolaire propose cette inversion du système. Hein. À la fin des années 80 déjà, il fallait placer l'enfant au centre du système, s'adapter à lui, etc. Bien. Bon. Sauf que ces EBEP, alors je ne sais pas si vous avez eu cette curiosité ou ce temps, moi je l'ai eu, c'est mon boulot, je suis allé voir, hein, ça remonte à la loi sur la refondation de l'école de 2013 et ça s'inscrit dans un texte en 2015. Et on y trouve quoi? Je vous le fais court, je vous promets. Hein, liste, peut-être même pas exhaustive, mais quand même. Alors, on appelle EBEP quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce grand sac là? Des élèves en grande difficulté sur le plan des apprentissages. Ça nous parle. Bon. Des élèves qui présentent des difficultés sur le plan du comportement. Des élèves dits à haut potentiel ou EIP. Des élèves qu'on appelait jadis les enfants malades, qui souffrent d'une pathologie. Ils sont diabétiques, ils sont... D'accord. Des enfants reconnus par la MDPH comme, tiens, là ça nous intéresse, porteurs d'un handicap. Et c'est pas terminé, des enfants primo-arrivants et les enfants du voyage. Alors, conclusion de ce premier obstacle. Pourquoi j'y vois un obstacle? Je ne sais pas comment vous entendez ça, vous, mais c'est une catégorie tellement vague de besoins que ça met tout le monde sur le même plan. Si on n'aide pas les enseignants à identifier ces besoins, ça veut dire qu'en fait, les dispositifs, les aides qu'on va leur apporter, tout ça, ça va prendre le risque d'être un peu confus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont appris, les enseignants, depuis 89 hein? Oui, je termine. 5 minutes, c'est fini. Ils ont appris qu'il fallait varier leur pédagogie, s'adapter, différencier, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là, avec cet ensemble d'EBEP, là? Bon, eh bien, ils varient, d'accord. Sauf que l'identification des besoins n'a pas forcément eu lieu. Donc, ils font de la remédiation pédagogique. Ça peut très bien marcher pour certains EBEP, il y a de fortes chances que ça ne marche pas pour les 10. Deuxième obstacle, avant-dernier. Je ne vous donne même pas mes exemples, c'est perdu. S'ajoute à ce problème des EBEP le fait que, par rapport à ce qui nous concerne, les 10, ça s'inscrit, du moins quand les 10 sont reconnus par la MDPH comme porteurs de handicap, ce qu'ils devraient normalement être, du moins dans certaines situations de sévérité. Mais est-ce que les enseignants ont été formés sur la notion même de handicap? Comme j'ai peu le temps, je le fais à l'emporte-pièce, non. La définition, moi je continue de faire des cours là-dessus, sans doute en vain, mais enfin je le fais. Qu'est-ce que j'invite juste à en tirer? Le fait que déjà il y a des confusions régulières chez les enseignants entre la pathologie et le handicap. Ce que je redoublerai par le fait qu'il y a des causes et il y a des conséquences. Le handicap, c'est une conséquence. La cause du handicap, 10 notamment. Hein. J'ai presque envie de dire, on s'en fout, excusez-moi du terme. À supposer qu'on le sache. C'est un peu de la provocation quand même. Mais à supposer qu'on le sache. Les enseignants sont tenus institutionnellement de faire quoi, depuis la loi 2005? D'accueillir des enfants présentant un handicap. D'accord? Ont-ils besoin de savoir, à supposer qu'on puisse le savoir tout le temps, toujours,
Quelle est la cause de ce handicap? Je vous assure que les enseignants sont... Ça crée des malentendus sur le plan du secret médical avec les équipes de médecins, etc. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Moi je veux bien l'accueillir, mais qu'est-ce qu'il a? Et évidemment, les médecins disent, je suis désolé madame, secret médical. Bon. Allez, troisième point, l'ignorance de quelque chose qui me paraît massivement important, c'est que nous parlons de troubles spécifiques et non pas de troubles globaux. Vous savez, les troubles globaux, on parlera plutôt du trouble du spectre de l'autisme, on parlera plutôt de déficience intellectuelle. Spécifique, ça veut dire quoi? La plupart des enseignants l'ignorent. Et pourquoi l'ignorent-ils? Parce qu'ils n'ont pas été formés sur les fonctions cognitives en général, sur le fonctionnement cérébral en général. Donc même les notions elles-mêmes ne leur sont pas communes. Et donc, pourquoi c'est important qu'ils le sachent? Parce qu'on doit tirer de cela, cette spécificité, un principe d'action méthodologique essentiel. Le 10, c'est une atypie, hein, j'espère que Michel ne me reprendra pas, c'est une atypie, je dirais, dans le développement de certains réseaux de neurones. Voilà. Bon. Le 10, a priori, il a une atypie dans un domaine, dans un secteur. Il peut l'avoir dans deux, éventuellement. Après, il peut même y avoir des corrélations, bien sûr. Mais c'est spécifique, c'est pas partout. D'accord? Et pourquoi c'est important que l'enseignant le sache? C'est parce que ce qu'il va lui proposer, justement, ne peut pas être la même chose qu'on propose à d'autres types d'enfants qui présentent d'autres problèmes. Et donc voilà, notre dyspraxique, il a un problème praxique, mais dès qu'on passe par le langage oral, si ça se trouve, ça va très bien. D'accord? Hein? Notre dysphasique, il a un problème, sauf que si on mobilise un autre secteur cognitif, on s'aperçoit d'abord, on confirme le fait qu'il est intelligent au sens large, et qui peut tout à fait répondre à la question. Alors je me termine, puisque je ne ferai pas 4 parce qu'il est trop tard, je termine juste par des exemples classiques, hein, bon, de ce que font les enseignants. Alors voilà, ils veulent vérifier, c'est de tout petit à la maternelle, ils veulent vérifier que le gosse a compris. On raconte une histoire, on lit un album, très bien, parfait. Alors évidemment, cette compréhension, elle est vérifiée comment? À l'oral. Allez, tu peux me raconter ce qui s'est passé, une petite histoire? Manque de bol, il est dysphasique, il raconte rien. Ou alors il raconte des trucs. Manque de bol, il est dysexécutif. Il commence par faire un truc, après il fait un coq à l'âne, il est parti ailleurs, il s'est fixé sur un détail, on n'y comprend plus rien. L'enseignant bienveillant, je vous rappelle, hein, l'enseignant bienveillant, au début, se dit, alors, on va recommencer. Bon. Et au bout d'un moment, je ne vous fais pas de dessin. Soit ce pauvre gosse ne comprend rien, soit il le provoque. Mais de toute façon, ça ne va pas. Bon. Deuxième exemple, on fait de la numération, on veut vérifier, je garde juste des exemples très simples. Voilà, est-ce qu'il a accédé à la quantité 3? Mais comment on fait quand on est en maternelle? Toujours de la même manière. On utilise des fonctions praxiques sans le savoir. On entoure, on dessine, on relie, d'accord? Bon. Ou on fait manipuler. Alors, le premier, il entoure, il dessine. Pas de chance, il est dyspraxique. N'importe quoi. Pas de chance, il est dysexécutif. Il entoure tout. Tout. Il a une impulsivité qui fait qu'il ne peut plus s'arrêter. Et l'enseignant croit qu'il a évalué la compétence numérique. Mais il n'a pas évalué la compétence numérique. Il a évalué la compétence praxique ou exécutive. Résultat, je m'arrête là. Résultat, faute de pouvoir articuler, faire un lien entre ce qu'on leur demande. Ils raisonnent beaucoup par domaine, les enseignants, par discipline, même en maternelle. On fait de la motricité, de la numération, du machin, du truc, bon. Mais ils le font, ils croient qu'ils varient, mais en réalité, ils mobilisent souvent les mêmes fonctions cognitives. Et faute qu'ils aient compris, surtout s'il n'y a pas de diagnostic, que le gosse présente un trouble spécifique sur tel secteur cognitif, ils continuent de le mobiliser. Donc double tâche, voilà. Et les résultats sont calamiteux. Et les enseignants ne comprennent pas pourquoi ces résultats sont calamiteux. Et je ne vous fais pas de détails, c'est vraiment mon dernier mot. Vous pouvez imaginer ce que ça produit ensuite pour l'avenir de l'enfant. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci. C'était passionnant. Donc tu as écouté, sans diapo, hein, vous avez vu. J'avais déjà négocié 10 minutes de plus. Hein, voilà, il est 16h10. Alors, il y a un mouvement là. Une question. Oui. Ça te va quand même, hein? Oui. Ouais, quand même, une question. Alors, c'est une question? Bon. Bah, ils disent tous oui, puis après... oui, mais attends. Le micro, oh.
Bonjour. Ma question est strictement concrète. Oui. Les troubles 10 entraînent parfois des troubles sociaux. On en parle peu dans les aménagements, dans l'inclusion en classe, dans l'établissement. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut demander en tant que parent? Alors, j'ai envie de vous dire, mais je sens bien que la réponse ne va pas vous convaincre. Ça dépend ce qu'on appelle entraîner, et ça dépend ce qu'on appelle troubles sociaux. Il peut y avoir des effets secondaires, comme il a pu être montré tout à l'heure, par l'enquête, et par les 2 enquêtes même, évidents. C'est-à-dire que voilà, l'humanité, elle est ce qu'elle est. Quand on échoue, on échoue, quoi. Et la fois d'après, on échoue souvent encore un peu plus. Donc, évidemment que dans le système normé, entre guillemets, de l'école et des attentes de l'école, le gosse qui ne parvient pas à réussir, évidemment, il y aura un impact social. Alors, pourquoi je vous dis ça dépend de ce qu'on appelle social ou pas social? Par exemple, si c'est intrinsèque à son trouble, ce qui est le cas, par exemple, dans le syndrome dysexécutif. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des gosses autistes, pour autant, loin de là. Bon, mais si on est dans cet ordre-là, on ne va pas faire de la même manière que si effectivement c'est juste un effet, c'est-à-dire que si j'allais dire, on peut avoir un gosse intellectuellement précoce, appelons comme on veut, peu importe, hein, il va avoir des effets secondaires en termes de comportement. Votre TDAH, il va avoir des effets secondaires, d'accord? Donc c'est très important d'arriver déjà à savoir si ces troubles de comportement sont secondaires ou s'ils sont inclus, me semble-t-il, hein, dans la nature même du trouble. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas les mêmes réponses. Ce ne sont pas les mêmes réponses. Si vous traitez un TDAH comme vous traitez un gosse qui a des soucis de comportement et de régulation de son comportement parce qu'il vit dans un milieu plus précaire, etc., ça ne va pas produire le même effet. Alors, où trouver les réponses? Où trouver d'abord chez les professionnels formés, d'accord. Peut-être avoir aussi, je sens bien que la réponse ne va pas, mais parce que c'est complexe, hein, là c'est vrai qu'il est impératif que dans la relation que les familles vont avoir avec les professionnels de santé, que tout ça soit vraiment clairement mis en place. C'est vraiment très important, je pense, pour les enfants pour lesquels on a des confusions sur les causes du comportement social. Parce que les enseignants, moi j'en ai vu tellement dans les classes, ils ont un petit TDAH, même d'ailleurs on leur a dit qu'il y avait un TDAH, puis il faut souhaiter que le diagnostic était bien posé, c'est un vrai, mais le gosse continue de se faire engueuler, parce qu'il ne se tient pas bien, etc. Donc ça ne peut pas, évidemment, que ça pose le problème de l'inclusion. Bon. Mais en même temps, il faut qu'on aide les enseignants déjà à distinguer ce qui est de l'ordre du simple, ce qu'on a appelé un peu avec Michel Mazot, nous de notre côté, j'allais dire des troubles primaires ou des troubles secondaires ou des dyssymptômes ou des dyscauses. Hein. Il y a des causes et donc il faut des outils spécifiques de prise en charge et il y a des dys qui sont symptômes. Donc votre dys, même s'il a un vrai problème qui impacte son comportement social, il peut aussi bénéficier d'un accompagnement psychologique, etc. Ça n'a évidemment rien de contre-indiqué. Mais c'est important que l'enseignant soit aidé à mieux comprendre la manière dont fonctionne cet enfant. Il faut les aider à observer, les enseignants. Ils ne savent pas observer. On ne leur explique pas comment on observe. Dans les concours qu'on fait passer, moi, depuis des années, jamais on vérifie ça. Être capable de s'interroger, de prendre 2 résultats qui ne sont pas concordants, etc. Bon, je m'arrête parce que je vais me faire engueuler.